Les photos de Derupinar ont suscité une véritable tempête de controverses et d'enthousiasme. Les gens sont très enthousiastes, car si ces photos montrent réellement l'arche de Noé, alors elles pourront prouver que tout ce qui est écrit dans la Bible à propos de cet événement est véridique. Ce que les chercheurs viennent d'extraire du site de l'arche de Noé dans l'est de la Turquie oblige les scientifiques à revoir leurs connaissances. Sous la formation de Derupinar à plus de 2 mètres de profondeur, les analyses révèlent quelque chose d'inattendu. Ni de la pierre, ni de l'érosion, ni le hasard naturel que tous les manuels scolaires ont décrit depuis 60 ans. Le livre de la Genèse indique que Noé a accosté ici dans les montagnes d'Ararat. Alors pourrait-il s'agir de l'arche de Noé? Les formes apparaissant sur le radar correspondant aux dimensions d'un texte ancien écrit des milliers d'années, avant l'invention de la technologie permettant de le découvrir. Et ce qui est apparu ensuite à l'intérieur de cette formation change tout, la forme qui ne disparaît pas. Pendant la majeure partie de l'histoire, l'arche de Noé a été considérée comme appartenant à l'un ou l'autre de ces deux camps. Pour certains, c'était une vérité sacrée. Pour d'autres, une fable morale, un récit du déluge enjolivé d'animaux et de bois. Il n'y avait pas de juste milieu car aucune preuve, aucun éclat de bois, aucune épave enfouie, aucune raison pour que la science prenne tout cela au sérieux. Tout a changé grâce à une forme dessinée dans la terre. Voici l'arche de Noé et il est même possible qu'elle ait échoué sur le mont Ararat. Mais je peux vous dire que ces montagnes sont magiques, loin de toute ville nichée sur les pentes volcaniques escarpées du mont Tenderek dans l'est de la Turquie, la terre porte une cicatrice indélébile. Vue du ciel, la formation semble trop parfaite pour être le fruit du hasard. Un long ovale lisse de plus de 150 mètres de long s'enfonce dans le sol, comme si une masse imposante s'y était déposée avant d'être lentement recouverte par la terre. Les habitants la désignent du doigt depuis des siècles. Leurs grands-parents la désignaient. Les arrière-grands-parents de leurs grands-parents la désignaient. Cette forme est présente depuis la nuit des temps. Le site porte désormais un nom Derupinar. Ses dimensions sont remarquablement proches d'une longueur mentionnée dans un texte ancien. Nous reviendrons plus tard sur le texte en question et sur l'importance de cette comparaison. Pendant des décennies, cette forme était la seule explication connue. Une coïncidence, une intuition. Les premiers visiteurs dans les années 1960 mesuraient rien que le terrain, prenaient des photos et repartaient de la qualifiant de curiosité géologique. Intéressant certes, mais naturel. Affaire classée. Du moins c'est ce que croyaient les experts. L'affaire ne s'est pas close. Elle a refusé de l'être. La forme a continué d'apparaître sur les relevés aériens décennie après décennie. Les randonneurs continuaient de la découvrir par hasard. Les agriculteurs locaux continuaient de raconter les mêmes histoires que leurs grands-pères leur avaient contées. Et tous les quelques années, un nouveau chercheur arrivait, jetait un coup d'œil à la silhouette incroyablement nette et posait la question qui était posée depuis des générations: que diable fait une formation en forme de navire à 234 mètres d'altitude sur une montagne volcanique? La réponse officielle a toujours été l'érosion. La réponse officieuse était toujours tout autre. La longue quête de l'arche de Noé prend un tournant soudain lorsqu'une tablette d'argile vieille de 4-0 ans est découverte dans le grenier d'un ancien combattant de l'armée de l'air britannique. L'équipe qui a apporté les outils. Ce qui distingue l'enquête actuelle de tous les chapitres précédents de cette histoire, c'est un simple changement d'approche. Les chercheurs modernes ont cessé de suivre des rumeurs et ont commencé à effectuer des analyses. L'équipe dirigée par le Dr. Andrew Jones est arrivée à Derupinar non pas avec des pelles et des cordes, mais avec un radar à pénétration du sol. L'imagerie tridimensionnelle du sous-sol et des instruments capables de lire les couches rocheuses comme un médecin lit une radiographie. Jones s'était engagé dans cette voie avec l'intention de réfuter les théories. C'est d'ailleurs ainsi que la plupart des chercheurs sérieux abordent un site de ce genre. On part du principe que la formation est naturelle, on installe le matériel nécessaire pour confirmer ce que la géologie suggère et on publie les résultats. Les terrains volcaniques engendrent le chaos des pierres brisées, des strates aléatoires, des roches froissées, déplacées par d'anciens tremblements de terre. L'équipe avait installé son matériel s'attendant à du bruit. Ce qui apparut sur les écrans fut tout le contraire. Jones observa les scans révéler de longues lignes droites et continues s'étendant sous terre. Elles montraient des angles droits prononcés. Elles révélaient ce qui semblait être des sections stratifiées, empilées en déchirures, presque comme les étages d'une structure.
Elle montrait des compartiments symétriques agencés avec une irrégularité qui ne se produit pas naturellement. L'érosion est un phénomène complexe, mais elle n'est pas symétrique. La roche volcanique peut se révéler capricieuse, mais elle ne forme pas d'angle droit de manière répétitive à 2,5 à 6 mètres sous la surface. Jones se serait penché plus près de l'écran la première fois que les déchirures stratifiées se sont dessinées, puis serait resté silencieux pendant un long moment. Dans son métier, le silence est synonyme de bruit assourdissant. La formation ne se comportait pas comme de la roche, elle se comportait comme une structure. Et puis les chiffres sont apparus lorsque l'équipe a mesuré les motifs souterrains et les a comparés aux dimensions décrites dans le livre de la Genèse. Il y a des milliers d'années, 300 coudées de long et 50 coudées de large, les proportions correspondaient bien mieux que le hasard ne l'aurait permis. Pas au millimètre près certes, mais suffisamment pour que le silence se fasse dans la pièce. Si précis que les principaux chercheurs ont cessé de plaisanter sur Indiana Jones et ont commencé à revérifier leur matériel. Les compartiments internes cartographiés par le radar semblaient se répéter à intervalles correspondant aux proportions décrites dans le texte original. Des proportions auxquelles personne n'avait pensé avant que les données n'imposent la comparaison. C'était le genre de corrélation que les scientifiques redoutent, car elle les prive de la facilité de rejeter l'hypothèse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous avant le prochain chapitre, car ce que les caméras ont vu sous terre est ce qui a véritablement bouleversé l'équipe, ce dont le sol se souvenait. Le lendemain, Jones et ses collègues se sont penchés sur le sol. Si le radar disait vrai, la chimie du sol le confirmerait. Si le radar se trompait, la Terre le révélerait. Les échantillons de sol prélevés à l'intérieur de la formation ont révélé des caractéristiques totalement inédites par rapport aux terrains environnants. L'analyse prendra de nombreuses années, mais certains pensent qu'elle pourrait enfin résoudre le mystère du lieu du déluge biblique et de l'endroit où l'arche s'est échouée. La composition chimique était différente, ou plutôt, elle était juste d'une manière qui semblait impossible. À l'intérieur de ce périmètre, la Terre contenait beaucoup plus de matière organique que le sol situé à quelques mètres seulement à l'extérieur. La teneur en matière organique est un terme scientifique poli pour désigner les restes de matières autrefois vivantes. Il s'agit des traces que l'on trouve lorsque le bois, les fibres ou la matière biologique se sont lentement décomposées pendant des milliers d'années, laissant leur empreinte dans la composition chimique du sol. Les concentrations minérales étaient également anormales. Les niveaux de fer présentaient des stries inhabituelles. Même la végétation poussant directement au-dessus de la formation semblait légèrement différente des plantes du sol voisin, légèrement rabougries, légèrement altérées, comme si ses racines puisaient dans une couche qui n'était pas entièrement naturelle. Des photographies aériennes prises à différentes saisons révèlent que le contour apparaît plus nettement pendant certains mois, comme si la structure souterraine influençait la fonte des neiges et la croissance de l'herbe en surface. Les agriculteurs des environs rapportent depuis des générations que les cultures plantées directement sur le val ne prospèrent pas comme celles se trouvant à une dizaine de mètres de part et d'autre. Les animaux pestent plus souvent autour que dessus. C'était comme si le sol Le site lui-même se souvenait de quelque chose d'enfoui, de organique, de façonné. Jones, de la vie générale, ne se réjouit pas. Il demanda des échantillons supplémentaires. Il envoya des prélèvements à d'autres laboratoires. Il compara ses résultats avec des échantillons témoins prélevés à une centaine de mètres de là. La composition chimique refusait de se stabiliser. Chaque test donnait le même résultat. La Terre à l'intérieur de ce contour n'était pas la même que celle qui l'entourait. Quelque chose avait été là, quelque chose d'organique, quelque chose de grand. Il y avait aussi les pierres qui entouraient le site. Éparpillées dans les villages voisins, d'imposantes pierres dressées percées de trous dans leur partie supérieure sont appelées pierres d'ancrage par les habitants. La théorie transmise de génération en génération veut que ces monolithes aient été jadis reliés à un objet massif pour assurer leur stabilité face aux courants violents. Certains sont plus hauts qu'un homme. Aucune des familles voisines ne sait qui les a sculptés ni quand. La réponse habituelle est la même que celle que chaque chercheur de passage entend. Elles ont toujours été là. Les pierres apparaissent en groupe, souvent près des cours d'eau ou dans des vallées peu profondes, orientées de manière à suggérer un placement délibéré plutôt qu'une répartition naturelle. Certaines portent de faibles marques, jamais entièrement déchiffrées. Les sceptiques affirment qu'il s'agit de pierres tombales réutilisées datant de la fin du Moyen Âge. D'autres
insistant sur le fait qu'aucun maçon médiéval n'aurait taillé une pierre aussi épaisse simplement pour marquer une sépulture. On peut écarter chacun de ces indices. Une forme peut être une coïncidence. La composition du sol peut s'expliquer. Les menhirs peuvent être des monuments réutilisés. Mais ces indices ne sont pas isolés. Elles s'empilent les unes sur les autres couche après couche. Chacune est étrange en soi et leur superposition est impossible à expliquer pleinement. C'est ce que les caméras ont découvert en dessous. Après les relevés, après les analyses de sol, après que la configuration des indices soit devenue impossible à ignorer. L'équipe a décidé d'aller plus profond. Jones a autorisé des forages ciblés dans les zones les plus prometteuses identifiées par le radar et a descendu des caméras spécialisées, conçues pour explorer d'étroits espaces souterrains. On s'attendait à trouver l'obscurité de la Terre, peut-être un vide, peut-être rien du tout. Ce que les caméras ont capturé a fait la une des journaux du monde entier. À l'intérieur des poches d'ombre sous la formation, les images ont révélé des motifs structurés, des cavités aux contours nets, des géométries répétitives, des divisions claires, suggérant des séparations entre des espaces internes distincts, presque comme des pièces ou des compartiments. Les parois de ces vides ne ressemblaient pas à l'intérieur d'une grotte. Elles ressemblaient à l'intérieur d'une structure construite puis enfouie. Sur certaines images, l'objectif a capté de faibles lignes horizontales courant le long de ce qui pourrait avoir été la charpente du plafond. Des lignes trop droites pour être de l'érosion et trop uniformes pour être une fracture aléatoire. Sur d'autres images, les parois de la cavité présentaient des traces de matière organique compressée, ce genre de résidus fibreux et sombres que le bois laisse derrière lui lorsqu'il est lentement absorbé par les sédiments environnants pendant des milliers d'années. Jones suivait la retransmission en direct depuis une tente de terrain temporaire installée en bordure du site. La première fois que la caméra a quitté le forage et que la cavité est apparue à l'écran, il serait resté silencieux pendant près d'1 minute. Puis, il a demandé à l'opérateur de maintenir la position, de prendre des images fixes et d'effectuer un panoramique lent. Chaque membre de l'équipe présent sous la tente comprenait ce qu'il voyait sans qu'on ait besoin de l'expliquer. Quel que soit le rapport officiel final, tout le monde le savait. Les chercheurs refusaient de crier victoire. Pas de conférence de presse triomphale, pas de gros titres annonçant la confirmation. Leurs déclarations restaient prudentes, mesurées, d'une prudence presque exaspérante. Il fallait davantage de forages, de scans, de tests, une vérification indépendante, une évaluation par les pairs, la lente et laborieuse machinerie de la science. Mais les mots qu'ils employaient avaient du poids. Des expressions comme « compatible avec une structure artificielle », des expressions comme « ne peut s'expliquer par la seule géologie naturelle », des phrases qui dans le langage de la science reviennent presque à crier. Il y a quelque chose là-dessous, quelque chose de structuré, quelque chose qui ne devrait pas exister sous une crête volcanique isolée de l'est de la Turquie. L'homme qui l'a découvert en premier. Pour comprendre pourquoi les découvertes actuelles sont ce qu'elles sont, il est utile de comprendre l'homme qui a hanté ce site pendant 50 ans. Il s'appelait Ron Wyatt. Infirmier originaire du Tennessee, il n'était pas archéologue. Il n'avait aucune formation en géologie, en histoire ou en études bibliques. Selon tous les critères académiques, il n'avait aucune légitimité pour poursuivre ce qu'il a poursuivi. Tout a commencé avec un magazine, à la fin des années 1970. Wyatt est tombé sur une photographie dans le magazine Life Montron. L'étrange silhouette en forme de bateau dans les montagnes de l'est de la Turquie. La plupart des lecteurs auraient tourné la page. Wyatt ne pouvait détacher son regard. Presque du jour au lendemain, il fut convaincu que la forme visible sur la photographie était les vestiges pétrifiés de l'Arche de Noé. Dès lors, sa vie prit un seul sens. Pendant plus de 20 ans, il fit des allers-retours incessants entre les États-Unis et la Turquie. Tel un homme à qui l'on avait confié une mission qu'on ne pouvait refuser, il photographia la formation sous tous les angles. Il préleva des échantillons. Il prit des mesures. Il désigna des crêtes et les nomma côtes des stries dans le sol. Il les appelait attaches de fer des menhirs. Il les appelait ancres. Pour ses partisans, il était l'archéologue de Dieu. Pour ses détracteurs, il n'était qu'un amateur sincère qui lisait des écritures dans les pierres. Au fil des ans, les affirmations de Wyatt se sont affirmées avec audace, s'étendant à d'autres vestiges et d'autres sites. Les archéologues reconnus levèrent les yeux au ciel. Ses méthodes étaient indisciplinées, sa documentation incohérente.
Il se fiait souvent à son intuition, là où la science rigoureusement évaluée par les pairs exigeait des mesures. Le monde universitaire l'a discrédité. Et à bien des égards, il avait toutes les raisons de le faire. Pourtant, nombre des caractéristiques spécifiques qu'il avait mises en évidence à Desrupineur il y a 50 ans, le contour symétrique, le sol inhabituel, les motifs souterrains, les pierres d'ancrage, sont précisément celles que les technologies de numérisation modernes cartographient aujourd'hui en détail. Il s'est trompé sur bien des points. Il avait peut-être raison concernant la forme dessinée dans la Terre. Cet homme sans diplôme, sans instrument, sans validation par ses pairs, avait peut-être les yeux rivés sur le bon endroit depuis le début. Et les experts qui l'ont ignoré pendant un demi-siècle sont ceux qui aujourd'hui retirent des caméras des forages, cherchant comment décrire ce qu'ils viennent de voir. Pourquoi à chaque époque a-t-on traqué cette arche? La quête n'a pas commencé avec Wyatt et ne s'achèvera pas avec l'équipe actuelle. La recherche de l'arche de Noé remonte presque aussi loin que le récit lui-même. Au 1er siècle, l'historien juif Flavius Joseph écrivait avec assurance que des fragments de l'arche se trouvaient dans les montagnes d'Arménie, dans la même chaîne de montagnes que celle identifiée plus tard comme l'Ararat en Turquie actuelle. Il n'était pas seul. Les premiers auteurs chrétiens, les érudits médiévaux et les géographes musulmans ont tous fait référence à l'arche comme à un objet réel reposant quelque part dans les hautes montagnes orientales. Ils n'y voyaient pas une métaphore. Pour eux, il s'agissait d'un élément géographique. Ce récit n'est pas propre à une seule tradition. Des versions d'un grand déluge apparaissent dans environ 200 cultures à travers le monde. Une tablette babylonienne, examinée par des chercheurs du British Museum, décrit un immense récipient circulaire aux dimensions précises. Un navire ou une réplique a été construit à l'époque moderne et a effectivement flotté avec succès lors des essais en mer. Les traditions aborigènes d'Australie décrivent d'anciennes crues qui ont remodelé le continent, un récit transmis oralement depuis des millénaires. 2 cultures séparées par les océans, 2 navires chargés d'eau, un seul schéma. Au Moyen Âge, les voyageurs rapportaient des récits de poutres de bois aperçus dans les hauts cols. Les Bergers parlaient de formes sombres émergeant de la glace durant les étés chauds. Les glaciers gardiens de secrets glacés, recueillant parfois juste assez pour révéler quelque chose qui ressemblait étrangement à du bois. Ces témoignages étaient invérifiables. Ils étaient aussi persistants. La Première Guerre mondiale ajouta un étrange nouveau chapitre. Des pilotes effectuant des missions de reconnaissance au-dessus de la région d'Ararat rapportèrent avoir vu une structure massive en forme de navire émergeant d'une banquise en train de fondre. Les soldats stationnés dans la zone jurèrent de l'avoir également aperçu. La guerre rendait les visites de retour impossibles. Lorsque la poussière retomba, la glace avait bougé. La montagne avait dissimulé ce qu'elle avait brièvement dévoilé et les apparitions devinrent des légendes. Une mission aérienne russe aurait été envoyée pour enquêter, mais elle disparut des archives historiques après la révolution bolchevique. Ce que ces pilotes virent, ce que ces soldats crurent, ne fut jamais publié dans une revue scientifique. Au début du XXe siècle, le mont Ararat était devenu plus qu'une simple montagne. Il était devenu une destination pour les explorateurs, les alpinistes et les rêveurs persuadés que le navire de Noé reposait pris dans les glaces quelque part sur ses pentes. En 1876, un chercheur nommé James Bryce grimpa bien au-dessus de la limite des arbres et revint avec un morceau de bois taillé à la main. Il admit qu'une explication plus prosaïque était possible, mais ne la chercha pas activement. Tout au long du début du XXe siècle, des expéditions se succédèrent sur les pentes de l'Ararat, chacune promettant d'apporter la preuve. Chacune revint avec des récits. Aucun ne revint avec un navire. Et plus le silence s'éternisait, plus on avait l'impression que quelque chose était dissimulé, non pas par la montagne, mais par autre chose. La fièvre de l'arche de Noé, en pleine guerre froide. La mythologie prit une tournure inattendue durant la guerre froide. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles des images satellites américaines classifiées auraient capturé une anomalie ressemblant à un navire sur les pentes glacées du mont Ararat. Les tabloïds s'en sont donnés à cœur joie. Des bulletins religieux annonçaient que la CIA détenait des preuves photographiques. Les studios de cinéma achetèrent les droits d'adaptation. Lorsque les versions publiques de ces images satellites furent finalement diffusées et analysées, l'enthousiasme retomba rapidement. Ce qui ressemblait à un trou se révéla être une ombre des roches déchiquetées et des stries glaciaires observées depuis l'espace. Les montagnes jouent des tours aux appareils photo, surtout
lorsque ceux qui les tiennent souhaitent ardemment apercevoir un navire. Puis en 1959, un photographe de l'armée turque, le capitaine İlhan Durupanar, en examinant des photographies aériennes de la région, remarqua une forme allongée et lisse sur un versant doux, loin au sud du sommet de l'Ararat. Elle était étrangement symétrique. Elle ressemblait, faute de meilleurs termes, à la silhouette d'un navire enfoncé dans la terre. La cité qui portera plus tard son nom devint le nouveau centre névralgique des recherches. Ni sur le sommet glacé, ni enfoui sous les glaciers, ni à découvert, ni sur une terrasse recouverte de coulées de boue, ni à moitié visible depuis la route, ni cachée à découvert. Les premières équipes dans les années 1960 l'ont considéré comme une formation géologique naturelle, le résultat de la boue de la lave et de l'eau, sculptant le paysage en une forme de bateau par hasard. Leur prudence était justifiée, mais elles travaillaient avec les outils de leur époque. Et cette formation, comme la génération suivante d'instruments allait le révéler, attendait les outils adéquats. La question n'était plus de savoir si quelque chose était caché à la vue de tous, mais ce qui se passerait le jour où quelqu'un l'observerait enfin sous le bon angle. Des témoignages oculaires aux preuves. Chaque étape de la recherche de l'Arche de Noé a partagé une faiblesse fatale. Elle reposait sur l'œil humain, sur des photographies, sur la mémoire, sur le témoignage de ceux qui voulaient voir ce qu'ils cherchaient. Des pilotes, dans le brouillard des bergers, dans la neige des alpinistes, dans l'air raréfié. Leurs récits étaient sincères mais presque impossibles à vérifier. Ce qui distingue cette enquête, c'est que l'œil a été remplacé par l'instrument. Le radar ne se fatigue pas. Il ne voit pas ce qu'il s'attend à voir. Il réfléchit les ondes, détecte la réalité et en déduit la géométrie. La chimie des sols ne ment pas sur sa composition minérale. Les caméras immergées dans les forages n'embellissent pas leurs images. Les nouvelles preuves découvertes à Durupanar reposent sur des données, non sur des récits, et ces données convergent inexorablement vers une conclusion troublante. La modélisation informatique permet désormais aux chercheurs de reconstituer la formation souterraine en 3 dimensions en la scrutant quasiment couche par couche et en la comparant à des modèles géologiques et des structures artificielles connues. L'ordinateur la situe de plus en plus près de la seconde catégorie. Il y a quelque chose sous terre. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est ni naturel ni insignifiant. S'agit-il de l'arche décrite dans la Genèse? La question reste ouverte. Qu'il s'agisse d'une autre structure ancienne, d'une civilisation disparue, d'un site cérémoniel ou d'un vestige oublié des archives historiques, l'hypothèse est la même. L'équipe a pris soin de ne pas faire de promesses excessives. Mais l'époque où l'on considérait cette formation comme une simple coïncidence due à l'érosion est révolue. Les données ne permettent plus de tirer cette conclusion. La situation s'est inversée. Voici la partie de l'histoire que presque personne n'ose encore révéler. Pendant des siècles, quiconque soutenait l'existence possible de l'arche était censé en apporter la preuve. On les traitait d'excentriques, de rêveurs, de croyants qui s'obstinaient à chercher des explications illusoires. Ils devaient apporter des preuves. Ils devaient gravir la montagne. Ils devaient défendre leur thèse face à une communauté scientifique qui considérait la question comme tranchée. Après les dernières campagnes de prospection à Durupanar, la situation s'est inversée. Ce sont désormais les scientifiques qui affirment que la formation est purement naturelle, qui s'efforcent d'expliquer les motifs souterrains. Chaque modèle géologique proposé jusqu'à présent a peiné à rendre compte de la symétrie. Chaque théorie de l'érosion a buté sur les angles justes. Chaque réfutation a dû se complexifier à mesure que les données se précisaient. À un certain point, l'explication la plus simple cesse d'être celle de causes naturelles pour devenir toute autre chose. La science appelle cela le principe de parcimonie. L'explication qui requiert le moins de coïncidences impossibles est généralement la bonne. Or, à l'heure actuelle, l'argument de la formation naturelle exige de plus en plus de coïncidences impossibles à chaque nouvelle analyse. C'est la révolution discrète qui se cache derrière les gros titres. Il ne s'agit pas tant de la découverte de l'arche, mais du fait que la question de son existence physique est passée du statut de théorie marginale à celui de réalité légitime. Et ceux qui l'ont maintenue à la marge pendant 2 siècles doivent désormais justifier leur certitude. Quelle est la suite? C'est la suite. La phase suivante de l'enquête est déjà en cours. Des forages supplémentaires sont prévus aux endroits indiqués par le radar comme étant les plus susceptibles de présenter une structure interne préservée. Des échantillons de sol sont envoyés à plusieurs laboratoires pour une datation indépendante. L'analyse du carbone 14 tentera de déterminer l'âge de la matière organique
piégés sous la surface. Des équipes internationales sont invitées à vérifier les analyses avec leur propre matériel, la référence absolue pour toute affirmation scientifique extraordinaire. Des géologues d'universités de 3 pays ont déjà demandé l'accès aux données brutes. Les résultats sont en cours de préparation pour publication dans des revues scientifiques à comité de lecture. C'est le chemin lent mais nécessaire qui sépare l'archéologie du simple spectacle. Si les datations au carbone 14 confirment les anciennes traditions du déluge, l'histoire bascule de la curiosité archéologique au séisme historique. Si les cavités internes sont confirmées comme étant des compartiments construits délibérément, le débat ne portera plus sur la présence éventuelle de quelque chose en dessous, mais sur sa fonction et sur ses constructeurs. Dans le cas contraire, la formation demeure l'une des anomalies naturelles les plus étranges de la planète et les recherches se poursuivent. Quoi qu'il en soit, la question ne peut plus être éludée. Aide le silence qui entoure cette crête depuis des millénaires se brise peu à peu un forage et un scan à la fois. Un récit de déluge partagé par 200 cultures sur tous les continents habités a toujours été l'une des grandes énigmes de la mémoire humaine. L'explication courante a longtemps été que les inondations étaient simplement un phénomène fréquent et que ce récit n'était qu'une coïncidence partagée. La nouvelle possibilité qui se dessine avec douceur et prudence mais sans équivoque est que la tradition mondiale d'un grand déluge pourrait ne pas être une simple coïncidence. Il pourrait s'agir d'un souvenir qui se transmet de génération en génération, survivant à l'effondrement des empires et à la disparition des langues, car l'événement originel était trop colossal pour être oublié. Si un seul événement catastrophique a façonné les récits primitifs de dizaines de civilisations différentes, alors la recherche de ces preuves matérielles cesse d'être une question de curiosité religieuse et devient une question d'histoire humaine à part entière. La montagne de l'Est de la Turquie n'a pas encore fini de livrer ses secrets. Andrew Jones et son équipe n'ont pas terminé leur enquête. L'histoire n'est plus une simple leçon de catéchisme ni un fait avéré. Elle est bien plus rare et fascinante. C'est un mystère toujours d'actualité, étayé par des données concrètes et étudié par des chercheurs sérieux utilisant des instruments de pointe. Et les réponses arrivent en temps réel. Chaque mois apporte son lot de nouvelles mesures, de nouveaux échantillons, de nouveaux fragments de la réponse qui sommeillent sous terre depuis des temps immémoriaux. Le monde n'a jamais été aussi proche de la vérité. Si vous pensez que la réponse est enfouie dans cette montagne, votez 1 dans les commentaires. Si vous croyez à une explication naturelle encore inconnue, votez 2. Quel que soit votre avis, restez attentifs car la prochaine découverte sur cette crête pourrait bien mettre un terme définitif au débat.